après des événements qui sont passés le jour de la journée de la femme, où on a vu des groupes de manifestants se bloquer entre eux, voire s'affronter, alors que dans les deux cas, on avait des groupes de femmes qui défendaient des intérêts communs, qui étaient venus là pour défendre une vision commune. Et malgré tout, il y a eu des affrontements, il y a eu des blocages. Certains groupes ont bloqué d'autres groupes sous prétexte que les femmes iraniennes n'avaient pas le droit de défiler ou que les femmes juives, d'origine juive, n'avaient pas le droit de défiler. C'est aberrant. C'est complètement aberrant. Comment on peut en arriver à ce type d'affrontement dans des gens qui ont des intérêts communs, des gens qui sont de bonne volonté et luttent pour des choses qui sont communes. N'oublions pas que les femmes sont toujours les premières victimes des idéologies extrêmes ou des totalitarismes. Nous sommes en plein temps des idéologies qui essaient de rebâtir l'image des femmes, de déconstruire les images antérieures, les icônes antérieures. On le voit à travers des films qui créent des super-héroïnes guerrières, qui essaient de redéfinir des contes comme Blanche-Neige, par exemple, lamentablement, le dernier film de Walt Disney, qui essaie de rebâtir une imagerie qui détruit l'ancienne imagerie. Cette imagerie, elle a besoin d'exister bien qu'elle soit irréaliste. Elle amène de nouveaux concepts, de nouvelles valeurs, quelque chose qui est défendable, ma foi, mais qui des fois va trop loin. Donc comment ces idéologies font que des visions du féminisme s'affrontent entre elles? Comment la dégradation des idéaux, le fractionnement des combats amènent des groupes tels que le wokisme ou le féminisme à s'affronter? Mais que signifie vraiment être wokiste ou être féministe? Alors, il est intéressant d'aller voir du côté de l'histoire pour cela. Pour le féminisme, nous avons d'abord une idée d'égalité. On peut schématiser en 3 vagues. La première vague, qui a comme flambeau les suffragettes, s'est battue pour des obtentions de droits qui nous paraissent naturels aujourd'hui. Le droit de vote pour les femmes, c'est une acquisition récente, ne l'oublions pas. C'est quelque chose qui est juste et qui n'existe que depuis peu. Donc ce combat, durement mené, durement gagné aussi, qui a mené les suffragettes à obtenir des égalités de droits légaux, de droits sociaux, de droits familiaux, était quelque chose de nécessaire. Est venue après une deuxième vague. Dans les années 60-70, est venue une vague qui, elle, s'est battue, non plus pour des problèmes de droit, mais pour des problèmes de réussite. Avoir les mêmes chances de réussite que les hommes, elle voulait démontrer aux hommes que c'était possible, que les femmes pouvaient réussir aussi bien que les hommes, voire mieux bien souvent. Et elles l'ont fait. Des ouvrages comme Le deuxième sexe de Simone de Beauvoir ont marqué cette période. La troisième vague, elle, est venue un petit peu plus tard, dans les années 90. Elle s'est concentrée sur les droits des femmes issues des minorités ou marginalisées. Pour interpréter ces enjeux, je vais vous proposer de les voir au travers d'un outil qui s'appelle la spirale dynamique. C'est un ensemble de niveaux de valeurs, de niveaux de civilisation, de niveaux de vision de la société, de niveaux de conscience aussi. Pour cela, à chaque niveau, on y a défini une couleur. Je vais donc vous parler de couleurs. Vous voyez, dans le niveau 1 du féminisme, la première vague, on est dans un niveau qui était un niveau bleu. On l'appelle le niveau bleu. Un niveau de défense des droits sociaux, de la règle. C'est le niveau bleu, c'est le niveau de la règle. C'est le niveau de ce qui doit être le cadre de la société et de redéfinir le cadre de la société. Dans ce cas-là, c'était ce qu'il fallait faire, redéfinir et obtenir des droits. On est donc dans des combats qui sont dans le cadre strict de la règle. Dans la deuxième vague, un peu plus tard, du féminisme, on est dans un niveau qui, lui, amène à la réussite. C'est un niveau orange, qui est un peu au-dessus du niveau bleu, qui porte des valeurs différentes, plus individualistes, certes, des valeurs de réussite. On parle là de réussite personnelle, de société qui s'ouvre à une voie personnelle, non plus simplement familiale. Dans le niveau au-dessus, le troisième niveau, qui est plus inclusif, on est dans des valeurs de niveau verte. Les valeurs de niveau verte, on n'a pas de société aujourd'hui qui sont de ces valeurs-là. On est en train de les construire, elles vont arriver. On commence à les voir éclore dans le nord de l'Europe. Et nos sociétés sont plutôt aujourd'hui de valeurs, je dirais, orange, oui. Clairement, l'Europe ou l'Amérique du Nord est plutôt dans les valeurs orange. Le reste de la planète est grosso modo un petit peu plus dans le bleu. Donc ces valeurs de type orange, c'est une valeur de réussite personnelle. Les valeurs de type verte, elles, sont des valeurs plus communautaires, plus inclusives. Elles mettent l'accent sur l'inclusion et la justice sociale. Et on le reconnaît bien dans les valeurs dominantes à travers le féminisme, mais on les retrouve dans d'autres courants comme l'écologie ou d'autres courants sociaux qui sont pour l'égalité sociale.
Maintenant, qu'est-ce que le wokisme? Le wokisme, lui, est issu du féminisme, clairement, mais a une vision un petit peu plus large. Le terme de wokisme a été popularisé en Amérique du Nord. Il signifiait au début, elle voulait qualifier des gens qui ont une prise de conscience des injustices sociales, notamment des injustices raciales. Il vient de l'argot américain et signifie à l'origine être éveillé. En général, je dis que quand quelqu'un se revendique d'une forme d'éveil quelle qu'elle soit, il vaut mieux s'en méfier. Pas que ça n'existe pas et pas que ce ne soit pas bien, mais vous avez certaines de personnes qui se disent éveillées et comme des prophètes ou des choses comme ça. Ce n'est pas le cas là. C'est une autre façon, une nouvelle façon de voir le monde, beaucoup plus large, beaucoup plus inclusive. Il naît dans les mouvements comme Black Lives Matter et est souvent ancré dans le niveau vert, pleinement dans ce niveau communautaire et égalitaire. Il a une sensibilité accrue aux discriminations liées à l'orientation sexuelle, à la race ou au genre. C'est un mouvement qui cherche à amplifier les voix marginalisées et à déconstruire les privilèges. Cependant, certaines critiques pointent des aspects du wokisme qui rappellent le niveau rouge. Le niveau rouge, je ne vous ai pas encore parlé de ce niveau-là, c'est un niveau bien au-dessous du bleu. C'est un niveau de pouvoir. Et la violence et la domination sont très présents dans ce niveau. Par exemple, la cancel culture ou la confrontation virulente avec des gens qui ne partagent pas les mêmes valeurs sont un reflet d'une forme de prise de pouvoir moral sur les événements. Et cette quête de pouvoir moral, c'est une quête de puissance. Elle est tout à fait dans le niveau rouge. C'est une tension intéressante car le niveau vert aspire, lui, à l'harmonie, pas au conflit. Certains voient dans le wokisme un début de niveau jaune. Le jaune est un niveau systémique, c'est le niveau pratiquement ultime qu'atteint la conscience humaine aujourd'hui. C'est un niveau qui est systémique, qui prend en compte tous les points de vue, tous les angles de vision. Mais le jaune se distingue plutôt par une approche nuancée des choses, une approche stratégique, pas confrontative, qui est capable d'influencer et de débattre d'une opinion pour orienter dans une autre direction, pas de confronter violemment. Le wokisme est donc une approche complexe qui est principalement née dans le vert, avec des échos de rouge assez forts à certains moments. Une caractéristique de la spirale, c'est que chaque niveau inclut ses prédécesseurs, inclut les niveaux au-dessous, ce qui fait qu'à l'intérieur du niveau vert, vous pouvez retrouver effectivement du rouge, vous pouvez retrouver aussi du violet, vous pouvez aussi retrouver du niveau bleu dans certains cas. Souvent, le vert se comporte comme un bleu, mais avec moins de dogmes, sauf dans certains cas où il est un petit peu extrême, où là, il va créer ses propres dogmes. Alors, comment le wokisme et le féminisme traditionnel se croisent-ils ou s'opposent-ils? À première vue, les deux partagent les mêmes valeurs. Lutter contre les injustices. Le wokisme a d'ailleurs hérité de la dernière vague du féminisme, avec ses valeurs vertes qui sont communes, luttant pour l'inclusion. Dans le wokisme, on retrouve l'inclusion des personnes LGBTQ et plein de lettres derrière, ou des minorités ethniques ou d'autres minorités marginalisées. Cependant, des frictions émergent. Certains défenseurs du féminisme traditionnel estiment que le wokisme dégrade le message originel, en se concentrant trop sur les aspects d'identité au détriment des luttes pour l'égalité économique et sociale. D'autres critiquent le wokisme en lui reprochant d'être trop extrémiste et souvent d'avoir une approche extrêmement militante qui dégrade un petit peu les relations humaines et va fractionner plutôt que rassembler. D'autres critiquent le wokisme pour son approche militante. Le féminisme traditionnel, avec ses racines bleues, égalité légale, et orange, égalité des chances, peut être critiqué par le wokisme comme étant trop limité, n'incluant pas assez de choses, assez de gens. Par exemple, là où le féminisme orange défend la méritocratie, le wokisme vert exige plutôt l'égalité des résultats, ce qui fait des désaccords, inévitablement. Prenons un exemple concret. Le débat autour des personnes transgenres. Pour certaines féministes traditionnelles, l'inclusion des femmes trans dans des espaces réservés aux femmes soulève des questions sur la définition même du genre. A l'inverse, le wokisme défend une vision plus fluide, plus inclusive du genre, considérant que l'identité de genre est une question de ressenti personnel plutôt que de réalité physique. Ce débat illustre bien comment ces deux courants peuvent parfois entrer en conflit, et en conflit souvent sévère. Un autre point de friction est la cancel culture.
Si le wokisme traditionnel la voit comme un moyen de responsabiliser les personnes par rapport à leurs actes ou à leurs propos, certains féministes traditionnels y voient plutôt une limitation de la liberté d'expression et le voient comme favorisant une culture de la peur où le débat ouvert devient impossible à ce moment-là. Prenons le mouvement MeToo, qui a dénoncé des abus sexuels dans divers secteurs. Si ce mouvement a été salué par les féministes comme quelque chose qui a pu libérer la parole sur les violences faites aux femmes, il a aussi été critiqué par les wokistes pour ne pas inclure suffisamment de femmes marginalisées, comme les travailleuses précaires ou les femmes de couleur. Un autre exemple de la représentation des femmes dans les médias, le wokisme pousse à une représentation plus diverse et inclusive, critiquant les stéréotypes de genre. Cependant, des voix s'élèvent. Disons que ces représentations peuvent parfois mener à des caricatures de personnages féminins qui semblent parfaits ou idéalisés, comme dans certains films de super-héroïnes récentes, où les héroïnes sont présentées sans faille, hein, ce qui peut être perçu comme une forme de totémisme, plutôt que comme une véritable avancée. Féminisme et wokisme, nous sommes devant une quête de sens, une quête d'identité. Le combat pour les droits ou l'injustice nourrit l'identité, construit et nourrit l'identité. Dans le féminisme, on a affaire à une identité plus adulte et plus stable. Alors que dans le wokisme, on a souvent tendance à voir une construction identitaire qui est plus proche de la construction adolescente que de l'adulte stable, ce qui automatiquement l'amène à plus d'intolérance ou de violence. Une des caractéristiques des niveaux de la spirale, c'est qu'on peut être dans 3 états pour chaque niveau. On peut être soit dans un état ouvert, soit dans un état fermé, soit dans un état bloqué. Pour les personnes qui sont dans un état ouvert, on peut discuter d'opinions, échanger des opinions, on peut donner nos idées, recevoir les idées des autres, pas forcément les adopter. Euh, c'est ce que vous faites quand vous discutez avec des amis, que vous parlez autour de leur opinion sur certains faits ou certaines façons de penser. Des fois, ça peut vous amener à une remise en question de vos propres points de vue. Ça ouvre le champ à d'autres recadrages, à d'autres façons de voir le monde. C'est normal, c'est une façon comme ça qu'a l'être humain d'évoluer. Les personnes qui sont plutôt fermées vont être capables de discuter, d'échanger des points de vue. Elles ne changeront pas de point de vue, elles sont très ancrées dans leur point de vue, elles ont des convictions profondes et une identité stable, une estime d'eux en général très stable, effectivement. Donc elles sont capables d'échanger, de défendre leur point de vue, sans violence, posément, calmement. Il y a pas de problème avec ces personnes-là et c'est au contraire, quelqu'un qui peut arriver à convaincre assez facilement parce qu'il est stable dans ses baskets. Les personnes fermées, elles, par contre, ça, c'est plus compliqué. D'abord, elles ne vont pas vouloir aborder le sujet. Elles vont commencer à monter le ton dès que vous allez aborder un sujet de valeur ou un sujet de croyance. Elles vont commencer à monter le ton. Donc, elles vont refuser tout débat dessus. Elles vont même pas vouloir vous écouter, même pas vouloir vous entendre. Et si vous insistez, elles vont devenir violentes. Parce que c'est leur identité profonde qui est mise en cause. Ce qu'elles pensent être leur identité. Donc, si leur identité est attaquée, si elle était déstabilisée, elle n'existerait plus. Si elle n'existe plus, il faut se reconstruire, il faut se défendre. On ne peut pas détruire mon identité. Je suis obligé de devenir violent parce que si je ne suis pas violent, hein, je me laisse détruire. Et il y a un deuxième effet qui se coule à la violence des propos ou physiques, c'est qu'elle donne un sentiment de pouvoir. Or, ce sentiment de pouvoir aide à construire, à solidifier mon identité. À travers la violence verbale ou physique que j'exprime, je construis, je solidifie mon identité. Je l'enracine. C'est rassurant. Instable, totalement, mais rassurant. On retrouve ce type de comportement chez les personnes endoctrinées, chez les personnes sectaires, dans le terrorisme. On est pleinement là-dedans. On est dans une construction identitaire autour de la violence, autour de l'agressivité. J'ai forcément raison. Cela nourrit ce sentiment de pouvoir, ce sentiment de puissance. Je vous ai parlé des niveaux rouge, vert, bleu, orange, mais je ne vous ai pas parlé des niveaux jaunes. On l'a juste évoqué à un moment. Le niveau jaune, c'est un niveau particulier. C'est un niveau de joueur d'échecs. C'est un niveau de stratège individualiste, mais qui peut travailler pour un groupe. Est-ce que derrière le wokisme ne se situeraient pas des gens qui sont plus ou moins de niveau jaune? Est-ce qu'il n'y aurait pas des gens qui jouent aux échecs en manipulant ces mouvements? Les jaunes sont des stratèges, des maîtres de l'influence et de la manipulation, bien souvent. Pas forcément pour le bien-être commun.
Certains, dans la spirale, verraient le jaune comme un niveau d'intégration qui lutte pour le bien-être commun. Il y en a probablement, mais il y en a aussi qui ne luttent pas pour le bien-être commun, ou du moins pas sous cet aspect-là, puisqu'ils seraient plutôt pour une lutte pour leurs acquis individuels ou pour une lutte de classe. Les réseaux mondialistes, par exemple de George Soros, ont financé nombre d'organisations ou d'initiatives s'alignant sur des causes progressistes, souvent associées au wokisme. Il a soutenu des militants pour la justice raciale, mais aussi il a soutenu et financé des organisations défendant les droits des immigrants et des communautés LGBTQ+, et 15 lettres derrière. Ces contributions financières ont permis à des groupes d'appuyer leur influence auprès de politiques, de mouvements sociaux. Ces discours publics ont acquis une portée et une influence qui sont ancrées maintenant dans nos sociétés. Les critiques de Soros soutiennent que cela fait partie d'un plan plus vaste de manipulation et de constitution d'un nouvel ordre mondial à travers des réseaux mondialistes, avec un agenda progressiste à une échelle globale, souvent perçu comme une menace pour les souverainetés nationales, pour la démocratie ou pour les valeurs traditionnelles. En conclusion, le wokisme et le féminisme traditionnel sont deux forces puissantes qui travaillent depuis maintenant plusieurs générations à façonner notre façon de penser et à ouvrir le monde. Ils luttent contre les injustices sociales. Bien qu'ils partagent des objectifs communs, leur approche est a priori assez diverse, créant des débats parfois houleux. Il est crucial de considérer qu'il faut continuer à dialoguer, que s'arrêter sur des idées n'est pas suffisant. Il faut faire attention aussi au fait que ce qui a été acquis par le féminisme au fil du temps ne se perde ici dans une nouvelle génération qui remettra en question ses droits. En étant trop extrême, cela peut monter une autre partie de la population contre ces mouvements acquis. Et je ne parle pas là ici que du féminisme, je parle aussi des LGBT qui ont acquis des droits et lutté pendant des années, et c'est tout récent ces droits-là, lutté pendant des années contre la répression, ils ont acquis récemment des droits. Il ne s'agit pas d'être plus égaux que des égaux. Vous savez ce qu'on dit? Dans l'égalité, il se peut qu'il y en ait qui se sentent plus égaux que les autres. Et bien là, c'est un petit peu le cas. Des fois, par certains débordements, cela pourrait créer une réaction dans le public qui dit que les droits acquis peuvent être remis en question. Et ça serait terrible. Des générations ont souffert pour en arriver là. Et maintenant, remettre ça en question serait quelque chose d'assez plus que destructif. Difficile de revenir après à une réacquisition de droits. Donc, il faut se méfier de cela. Donc, le dialogue doit être une permanence. L'extrémisme, jamais. L'équilibre se fait par la réflexion, par le partage de valeurs. Et ça, c'est tout à fait réalisable aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, si elle vous a fait réfléchir, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Nous en produirons d'autres comme ça. À très bientôt, j'espère. Synapsez-vous.